pour l'invitation, pour donner cette conférence, et merci aussi à vous tous d'être venus aussi nombreux. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc je vais vous parler du changement climatique, bien évidemment, et vous montrer que c'est déjà une réalité en Normandie. Mais avant de parler du territoire normand, je rappellerai quelques éléments à l'échelle globale des travaux menés par le groupe d'experts, le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dont je fais partie. Donc c'est une organisation créée depuis 1988, donc vous voyez que les scientifiques alertent depuis très longtemps sur le changement climatique. Pour ceux qui sont intéressés, sachez que le 6e rapport du GIEC, donc, qui est sorti, il est composé de 3 volumes. Un volume sur le climat, un volume sur les risques et l'adaptation et un sur l'atténuation. Et il y aura un rapport de synthèse qui sortira en mars 2023. C'est des rapports un peu difficiles à lire parce que c'est des volumes de 2000 pages. Donc je vous conseille d'aller directement aux synthèses, aux résumés pour les décideurs qui font une quarantaine de pages, voire en communiqué de presse qui font 5 pages où tout est bien résumé déjà dans ces communiqués de presse. Ce que dit le GIEC à l'échelle internationale, c'est que le réchauffement climatique, la part, le rôle de l'homme est indiscutable et que si on regarde depuis la période pré-industrielle, les années de température, on est à plus de 1 degré de réchauffement. Et quand on regarde comme la répartition sur la Terre entière, vous voyez, toute ma carte, elle est toute rouge, parce que, quel que soit l'endroit sur Terre, que vous soyez dans les océans ou sur les continents, on a un réchauffement, et des réchauffements à certains endroits qui peuvent atteindre plus de 2 degrés. Ça, c'est des données sur un siècle. Ensuite, le GIEC travaille sur des projections. Alors, on parle souvent de projections à 2100, certes, mais vous voyez, on a des courbes et des projections à 2050, 2100. Et les courbes qui sont représentées ici, c'est les différents scénarios qu'on utilise. Donc, on a différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, et en fonction de ces différents scénarios, eh bien, vous avez un scénario ici qu'on va qualifier d'optimiste, et puis, c'est-à-dire de réduction vraiment des émissions de gaz à effet de serre, et puis le scénario tout là-haut, c'est pessimiste si on prend peu de mesures. Donc, si on prend l'ensemble de ces scénarios, on est globalement sur un réchauffement planétaire qui serait entre plus 1 et plus 6 degrés à l'horizon 2100. Malheureusement, c'est que le scénario optimiste, là, de 1 degré, au vu des émissions de gaz à effet de serre, on ne le tiendra pas. Il y a des objectifs qui ont été définis dans le cadre de la COP21 de Paris, qui étaient de limiter le réchauffement à 1,5 degré. On ne l'atteindra pas, et actuellement la trajectoire, vous voyez qu'on est sur des scénarios hauts, puisqu'on est sur une trajectoire de plus de 3 degrés, de 3,5 au vu des émissions de gaz à effet de serre. Pour tenir ce scénario à 1,5, il faudrait cesser d'augmenter nos émissions de gaz à effet de serre au plus tard en 2025, dans 3 ans. C'est-à-dire qu'actuellement, la courbe continue à augmenter, et à partir de 2025, il faudrait qu'on ait une diminution. Ça voudrait dire aussi réduire de moitié les émissions, ou le stockage du carbone, en 2030, et atteindre le net zéro en 2050. Alors le net zéro, ça ne veut pas dire ne plus émettre, mais ça veut dire que tout ce qu'on émet est recyclé. Si on ne tient pas cette ambition, il faut savoir que ce qu'on appelle les événements extrêmes vont s'intensifier. Alors les événements extrêmes, c'est les canicules, les sécheresses, les précipitations intenses, les inondations. Vous avez une représentation ici du GIEC. Alors, c'est très schématique, mais ce que vous allez reconnaître peut-être, c'est, vous voyez, c'est les continents, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et ici est représenté ce qu'on constate déjà dans les vagues de chaleur. Alors, si c'est en rouge, ça veut dire que les vagues de chaleur ont augmenté. Si c'est en bleu, ça veut dire qu'elles ont diminué sur Terre. Il n'est pas du tout bleu. Donc ça veut dire qu'en réalité, les vagues de chaleur ont augmenté partout sur le globe, et les endroits où il y a du blanc ou du gris, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de données pour statuer. Donc ça ne veut pas dire que ça n'a pas augmenté. Les projections en 2100, si on est sur les mêmes émissions de gaz à effet de serre, c'est que le nombre de vagues de chaleur et l'intensité, la durée, va
continuer à augmenter. Autre événement extrême, c'est les épisodes de fortes précipitations qui vont conduire aux crues, aux inondations. Là aussi, alors c'est un autre code couleur, c'est on a une augmentation quand on est en vert. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup d'endroits où on a des incertitudes, mais si on regarde la répartition, le GIEC a réparti le monde en 45 grandes régions. Vous voyez, c'est 19 régions où on est sûr que ces précipitations intenses sont augmentées. Et les projections, là aussi, l'intensité de ces précipitations et la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois dans l'année, par contre, va également augmenter. Autre élément préoccupant pour le GIEC, c'est l'élévation du niveau des mers. Je vous ai indiqué ici les différents scénarios de chaque rapport du GIEC. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque rapport, le GIEC revoit à la hausse l'élévation du niveau des mers. Si on prend, vous voyez, le 4e rapport, c'est-à-dire on retourne 14 ans en arrière. Si j'étais là 14 ans en arrière, je vous dirais l'élévation du niveau des mers, elle sera comprise entre 18 et 40 cm. Le 5e rapport, il y a 7 ans, c'était 26 cm à 1 mètre. Le 6e rapport qui vient de sortir, c'est 40 cm à 1 mètre 10. Sauf que le 40 cm, je vous rappelle, c'est le scénario optimiste. On en est loin, on peut déjà l'évacuer, on est plutôt à 60 cm à 1 mètre 10. Et vous voyez, il y a une courbe qui vous inquiète, c'est lié à la fonte de glace sur l'Antarctique. Si on a une déstabilisation, on pourrait monter jusqu'à 1,80 m d'élévation du niveau des mers. Alors bien évidemment, les zones côtières, quand on parle d'élévation du niveau des mers, c'est des zones qu'on qualifie de hotspots, c'est-à-dire de fortement sensibles au changement climatique, à l'élévation du niveau des mers. Elles sont particulièrement sensibles parce que vous avez sont combinés plusieurs phénomènes, l'élévation du niveau des mers, les tempêtes. Quand vous avez une tempête, vous avez un phénomène de surcote, c'est-à-dire que quand on a une tempête, l'eau gonfle, donc ça fait une élévation supplémentaire ponctuelle. Qui peuvent se combiner avec des précipitations et des crues sur les rivières littorales et se précipiter et combiner bien évidemment les grandes marées. Donc si bien que ces zones côtières, ce sont des zones multi-aléas et multi-risques, puisqu'on s'attend à une accélération du recul du trait de côte, une augmentation des inondations, mais aussi une dégradation de la qualité de l'eau. Je vous ai indiqué ici un chiffre qui est un peu ancien, mais qui est assez intéressant, c'est l'OCDE qui avait calculé en 2005 les dommages liés à ces phénomènes. Les dommages liés à ces phénomènes, en 2005, c'était 3 000 millions de dollars. C'est 5% quand même du PIB mondial annuel. En 2070, on est sur les mêmes trajectoires, il faudra multiplier ce chiffre par 10. Alors j'en arrive maintenant qu'on a placé le contexte global, c'est toujours intéressant pour voir comment se positionne la Normandie par rapport à ce contexte. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est des synthèses qui ont été réalisées dans le cadre de 2 GIEC. Il existe 2 GIEC, le GIEC normand, dont je suis le coprésident avec 23 experts scientifiques, mais il y a aussi un GIEC qu'on connaît un peu moins, qui est né 2 ans avant le GIEC normand, c'est le GIEC de la métropole de Rouen. On étudie les effets sur le territoire de la métropole et j'en suis également son président. L'idée des 2 GIEC, c'était d'arriver à d'avoir un état des lieux, de faire un état de la connaissance du changement climatique sur ces 2 territoires, ce qu'on en connaît, et des conséquences. Ça, c'était la première partie du travail des 23 experts du GIEC, pour ensuite informer, ce qu'on fait ce soir, et sensibiliser les décideurs, les acteurs socio-économiques et les citoyens. Et ce qu'on a fait on a eu 40 dates auprès de tous les acteurs du territoire, les entreprises, les agriculteurs, les élus, pour présenter ces travaux. Et l'idée, bien évidemment, c'est pour massifier l'action pour lutter contre le changement climatique et réfléchir ensemble et construire des plans à la fois d'atténuation et d'adaptation et les réfléchir en fonction des caractéristiques du territoire. C'est-à-dire que ces mesures doivent être appropriées à chaque territoire, mais j'y reviendrai. Alors,
Quand on regarde justement nos chiffres en Normandie sur les stations où on a suffisamment de données, parce que c'est ça aussi quelquefois le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de données, et suffisamment longues dans le temps. Si on applique la méthode du GIEC sur 8 stations en Normandie, bien on s'aperçoit qu'on a effectivement des anomalies de température positives. Il y a une autre façon de travailler, c'est, vous voyez, on trace des tendances, comme ça, on les teste statistiquement et on regarde si c'est significatif ou pas. Quand on le fait sur la... J'ai pris juste une station, celle de Rouen, ici, vous voyez, c'est les températures moyennes. Ça, c'est les températures maximales de jour, et ça, c'est les températures minimales la nuit. Vous prenez les températures moyennes, maximales, minimales la nuit, elles sont toutes en augmentation, et sur toutes les stations normandes. Et quand on regarde depuis 1970 à nos jours, eh bien, l'élévation de température, elle est comprise sur nos stations entre plus 1 et plus 2 degrés Celsius. Donc, c'est un chiffre vraiment important. Ça se marque par une augmentation du nombre de jours de chaleur. J'ai indiqué 2 stations, Rouen et Caen. Vous voyez la courbe là, et on voit, là on a pris les températures, les jours dont la température est supérieure ou égale à 25 degrés, et on voit systématiquement une augmentation. Vous voyez, Rouen, depuis 1970, on est passé de 15 à 35 jours. A contrario, une diminution du nombre de jours de gel. Rouen, on est passé de 58 à 38 jours. Autre phénomène, on s'aperçoit qu'on a de moins en moins de nombre de jours de chute de neige. Alors c'est très variable, vous voyez, les histogrammes, une année sur l'autre, je vous dis qu'on a une diminution, mais si ça se trouve, on peut avoir de la neige cet hiver, ça n'empêche. On est sur des tendances, et sur la tendance, on voit que ça diminue. Le nombre de jours de brouillard aussi diminue. Alors ça fonctionne plutôt par palier. Vous voyez, Rouen, dans les années 70, on était à 120 jours de brouillard. Maintenant, on est à une cinquantaine de jours. Donc tout ça vous montre bien que, au travers de ces mesures, on voit déjà depuis 1970 qu'on a une évolution de notre climat sur le territoire normand. Alors ensuite, que va-t-il se passer en termes de projection? Alors, comment faut-il lire ces cartes? Vous voyez ici, c'est les fameux scénarios, comme tout à l'heure. On a le scénario en rouge, peu importe les noms, c'est avec une politique climatique, c'est notre fameux scénario optimiste. Et puis on a pris les 2 fourchettes, c'est-à-dire que oui, normalement il y a 4 scénarios. On a le scénario optimiste et puis on a celui-là qu'on va appeler le scénario pessimiste où on a peu de politique. C'est pas qu'on n'a pas de politique climatique, mais elle est très réduite. Ici, vous avez la carte de référence de nos températures. Et puis là, vous avez l'évolution, on va dire 2050-2100, le scénario optimiste, le scénario pessimiste. Donc, vous voyez ma carte, qui était bleue, elle devient jaune ou rouge. Toujours même code couleur, c'est-à-dire que si on va vers les couleurs chaudes, on augmente. Et ce qu'on constate, c'est que si on prend nos 2 scénarios, nos 2 fourchettes, c'est que de toute façon, même sur l'optimiste, on va vers une élévation de température qui va être entre plus 1 et plus 4 degrés. Mais comme tout à l'heure, ce que je vous ai indiqué, c'est que ce fameux scénario optimiste, il n'est pas réaliste actuellement au vu des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est plutôt sur une élévation de température entre plus 2 et plus 4 degrés Celsius, et avec des différences sur notre territoire, parce que vous voyez que plus on va vers l'intérieur des terres, c'est pas plus 4, c'est plus 5 ici. Alors bien évidemment, ça va se solder par une augmentation du nombre de jours de forte chaleur. Alors ici, c'est pas 25 degrés, c'est 30 degrés qu'on a pris. Le scénario optimiste, on peut un peu oublier, on aurait peu d'évolution, et le scénario pessimiste, qui est quand même celui-là, même s'il y a celui-là vers lequel on tend quand même malgré tout. Et vous voyez, c'est qu'on va vers une augmentation et puis une rupture à partir de 2070, on va avoir vraiment une forte augmentation du nombre de jours de chaleur. Typiquement, vous voyez ce qu'on a vécu cet été, c'est que ça revient quasiment, ça va revenir tous les ans et long. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'on va observer un écart sur notre territoire entre les zones littorales et celles à l'intérieur des terres. Quand vous êtes sur le littoral, eh bien, on va aller vers chaque année 4 à 11 jours de forte chaleur. Par contre, quand vous êtes à l'intérieur des terres, jusqu'à 40 jours de forte chaleur chaque année. Alors bien évidemment, ça va entraîner des problèmes sanitaires, et notamment des phénomènes qu'on qualifie d'îlots de chaleur dans les villes, vraiment très denses. Et là, c'est le problème de Rouen. Vous voyez,
J'ai indiqué ici et représenté une image satellitaire en infrarouge sur la métropole de Rouen. Pour un même moment, le 19 juin 2017, vous voyez, la ville, elle est toute rouge, et les zones qui ne sont pas urbanisées, elles sont jaunes. Eh bien, on a une différence de 8 degrés de température au même moment entre le centre-ville et le reste de la métropole. Autre élément qui va à un moment donné poser souci, c'est les incendies. On n'a pas d'incendie comme on est à Aquitaine dans nos forêts actuellement. Mais par contre, on parle peu et on a quand même des. J'ai pas les derniers chiffres là, de cet été, mais par exemple, si vous prenez l'été 2019, en Seine-Maritime, vous avez quand même 299 feux de broussailles et 131 feux de récolte. Et vous voyez l'évolution des surfaces de forêt sensibles au feu, on voit que ça va augmenter, et notamment à partir de 2070, on risque, là toujours, si on n'atténue pas, d'avoir des feux de forêt type ce qui s'est passé en Aquitaine cette année. Qu'en est-il des pluies, des précipitations? Ici, ce qu'on constate, c'est que si on prend les scénarios finalement les plus réalistes, sur tout le territoire normand, on va avoir une diminution des précipitations sur l'année. Avec une diminution qui peut aller de -2 jusqu'à -15% de pluie sur l'année. Ça va se répartir différemment entre les saisons. Vous voyez, j'ai une saison ici l'hiver, ma carte devient bleue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hiver, il va pleuvoir davantage. En revanche, l'été, l'automne, le printemps, il pleut moins. Et vous voyez, l'été, c'est jusqu'à près de -27 à presque -30% de pluie l'été. Alors ça veut dire qu'on peut peut-être aussi agir quand on sait qu'il va pleuvoir davantage l'hiver. Il faudra réfléchir peut-être à faire des stockage justement pour contrer les problèmes qui vont arriver dans les autres saisons, et notamment l'été. On peut regarder les pluies, aussi ce qu'on appelle les pluies intenses, les précipitations intenses qui donnent les crues, les inondations. Et bien quand on regarde ces pluies intenses, si on prend, là encore, toujours notre scénario optimiste, on aurait finalement quasiment pas d'augmentation. Mais sur tous les autres scénarios, on va de +2 à +10% de ces pluies intenses. Ce qui veut dire, quand on a des précipitations intenses, ça veut dire plus de ruissellement sur les terrains, l'eau s'écoule sur les terrains, plus de crues de rivière, des remontées de nappes. Et tout ça, bien évidemment, concourt à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations, des courées de boue, de l'érosion des sols et de la turbidité des cours d'eau. Ici, c'est un travail qu'on a réalisé dans mon laboratoire sur. On a simulé les dommages sur un petit bassin versant. On a les arbres qui est près du Havre, et à 2050, en fonction toujours de nos scénarios. Vous voyez, c'est un petit bassin, vraiment petit, et là, les dommages sont chiffrés en millions d'euros. Donc ça montre bien l'augmentation, et on va jusqu'à près de 30% des dommages sur un petit bassin. Donc c'est un travail qu'il faudrait rééditer aussi sur d'autres bassins. Voilà. Qu'en est-il de l'élévation du niveau des mers en Normandie? Eh bien, quand vous regardez toutes les stations de mesure, elles donnent tous une élévation qui est de l'ordre de 2,2 mm par an. Et puis, ce que je vous ai présenté par rapport aux travaux du GIEC international sont valables pour la Normandie. On va vers une élévation du niveau des mers sur notre région entre 60 cm et 1,10 m, avec tous les problèmes dont j'ai parlé précédemment, recul du trait de côte, inondation, salinisation des eaux souterraines et dégradation de la qualité de l'eau. Alors, ce qu'il faut comprendre, même si là on est loin ici de la mer, mais c'est des éléments vraiment à prendre en compte, parce que dans la recomposition territoriale, ces zones-là seront très très touchées. Je vous ai mis un exemple de ce qui se passe sur le littoral normand, mais aussi des Hauts-de-France, lors d'une tempête majeure. Ici, c'est la tempête Éléonore du 3 janvier 2018. Alors, la lecture est la suivante. Vous voyez, sur ma carte, j'ai des ronds rouges, des ronds oranges. Ça, les ronds,
c'est lorsqu'on a un recul du trait de côte, une érosion. Et puis vous voyez, il y a des carrés bleus. Là, les carrés bleus, c'est quand on a un franchissement par la mer et inondation. Et donc vous voyez que quand on est sur un phénomène de cette intensité, tout le littoral est touché. Vous voyez qu'il n'y a pas un endroit sur le littoral qui n'est pas touché soit par de l'érosion, soit par de l'inondation. Notre problème, c'est que je viens de vous indiquer qu'on va avoir une élévation du niveau des mers. Donc ça veut dire que le niveau de l'eau va être plus haut. Donc ça veut dire que les tempêtes modérées, faibles, qui n'entraînaient pas d'inondation, parce que les tempêtes faibles ne faisaient pas que les vagues passaient par-dessus les digues, mais vous comprenez bien que ces tempêtes-là, si on a un niveau plus haut, ces tempêtes-là vont entraîner des inondations. Donc les tempêtes qui n'entraînent pas de problème, donc ça veut dire que même si on n'augmente pas le nombre de tempêtes du fait de l'élévation du niveau de l'eau, de toute façon on augmente le nombre d'inondations et de dommages. Sur certaines régions du monde, on estime que les inondations qui arrivaient tous les 10 ans se reproduiront tous les ans, du fait de l'élévation du niveau des mers. Et je vous ai mis ici normalement c'est une vidéo qui est réalisée en réalité virtuelle. Alors ici, ça va être un peu moins spectaculaire parce que ça fait film, mais normalement, on va avec un casque dans une salle et on est dans la rue. C'est une rue d'Étretat. Et donc, on a rejoué une tempête, la tempête de 90, avec 1 mètre d'élévation pour voir ce qui se passait dans cette rue. Le débordement vient ici et la première vague qui arrive dans la vague. Alors ça a été réalisé dans un programme de recherche appliquée où on est allé on a emmené les élus dans la salle de réalité virtuelle, et notamment le maire de Trottin, pour lui montrer, qui connaît très bien sa rue, pour lui montrer ce qui arrive dans ce cas de figure. Alors c'est vraiment calculé, il y a des modélisations qui sont faites avec le volume réel, ce qui se passe lors d'une tempête et les vitesses réelles. Là, la vitesse elle est supérieure à 2 mètres secondes, c'est-à-dire que si vous êtes dans la rue, vous ne venez pas dans la rue, vous êtes en mer. Vous avez une deuxième vague qui arrive. Alors, c'est très impressionnant quand vous êtes dans la salle de réalité virtuelle parce que vous voyez la vague est sur vous. Et puis vous voyez même l'eau passer derrière vous. Alors, on n'a pas poussé le bouchon jusqu'à ce que la personne dans la salle soit mouillée, c'est-à-dire que vous êtes resté quand même au sec. Et c'est très impressionnant et ça marque les esprits. Autre élément, pas très loin d'ici, c'est tout ce qui concerne l'axe Seine. Ici, vous avez la boucle de Seine à Rouen, et là aussi, c'est une modélisation qui a été faite où on simule à la fois une précipitation intense et des crues du fleuve, plus un blocage par la mer. Parce que ce qui se passe ici, on voit à Rouen, il y a un effet de la mer à Rouen, même si on est très loin. Et d'ailleurs, quand on a des inondations à Rouen, c'est effectivement quand il pleut beaucoup, mais c'est aussi quand il y a les grandes marées. Pourquoi? Parce que vous avez un phénomène de blocage. Il y a l'eau de la mer qui veut entrer et il y a l'eau du fleuve qui veut sortir, et ça déborde. Et ce que je viens de vous expliquer pour le littoral, c'est le même problème ici. Avec l'élévation du niveau des mers, vous aurez de plus en plus de blocage des écoulements et les petites crues qui n'entraînaient pas d'inondation vont entraîner des inondations. Donc, automatiquement, vous avez plus d'inondations. Et puis, on a un sérieux problème. Si vous voyez les points rouges là, ici, c'est les eaux. Et d'ailleurs, les Brésoles, elle fait partie de ces sites. Vous avez entendu parler des Brésoles. Ça veut dire que tout et ce que je vous montre là est valable jusqu'au Havre. C'est-à-dire que les sites Sévéso hauts vont être pour les 3/4 inondés régulièrement, ce qui veut dire qu'un risque climatique entraîne un risque industriel, un risque sanitaire, un risque économique, parce que qu'est-ce qu'on fait de l'économie de tous ces sites Sévéso qui sont accessibles, et un risque sociétal. Autre élément, ici, ce sont les postes sources d'énergie électrique.
Et vous voyez que parmi ces postes, il y en a certains en rouge qui seront touchés par les inondations. Et on est en train de travailler là aussi à l'université avec l'Enedis pour comprendre quand on a une inondation, parce que ça fait un blackout, quels sont les secteurs touchés, et notamment est-ce qu'on a des établissements sensibles sur ces secteurs touchés. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement le changement climatique, c'est aussi un accélérateur du risque et du multirisque. Et le problème actuellement, c'est que tous ces risques sont étudiés en silos, de façon tunnelière. Vous avez l'ARS Santé publique France qui étudie les risques sanitaires, vous en avez d'autres qui étudient les risques industriels, d'autres les risques économiques. Moi et mes collègues, plus les risques environnementaux. On n'étudie pas les effets cascades et enchaîne toutes ces choses-là. À l'Université de Rouen, on a déposé un gros projet national et européen pour, justement, parce qu'on est une université pluridisciplinaire, pour arriver à comprendre ces phénomènes-là qu'on maîtrise mal, et tous les effets, ce qu'on appelle les effets de flux. Alors, qu'en est-il de la ressource en eau? La ressource en eau, c'est un travail qui a été fait sur tout le bassin de la Seine, donc, et ses affluents, l'Andelle faisant partie, était un affluent, y compris dedans. Eh bien, quelle que soit la Seine ou les affluents, on voit que l'on va, vous voyez, là ici c'est la normale, et ça c'est tous les scénarios. Vous voyez qu'à part un scénario qui est un peu au-dessus, on se situe systématiquement sous cette normale. Ça veut dire qu'on va vers une diminution de la quantité d'eau dans tout le bassin de la Seine et ses affluents. Et sur la Seine elle-même, on a calculé que la diminution serait de l'ordre de moins 29% et de débit de la Seine, et bien évidemment avec surtout des problèmes l'été. La nappe d'eau souterraine, la nappe d'eau potable, là aussi il y a un travail qui a été fait sur tout le bassin de la Seine. La courbe un peu par d'elle-même, cette courbe, vous voyez, qui chute, c'est la recharge de la nappe, de la crème. C'est-à-dire l'eau de pluie, quand elle tombe, elle s'infiltre dans les terrains et elle vient recharger notre nappe. Or, je viens de vous dire qu'on va avoir moins de précipitations annuelles, et puis en plus on a de l'évaporation par l'élévation des températures. Donc ça veut dire qu'on va avoir, vous voyez, le chiffre c'est moins de 2700 millions de mètres cubes par an de moins qui arrivent à la nappe. Alors, pour fixer les idées, c'est le même ordre de grandeur que ce qu'on prélève actuellement sur le bassin de la Seine. Donc bien évidemment, là, on va aller vers une diminution du niveau des nappes. Et vous voyez que c'est sur cette carte, sur tout le bassin, la diminution du niveau des nappes, elle peut être de 50 cm à 1 mètre, mais elle peut être jusqu'à 10 mètres. C'est-à-dire qu'on peut avoir une diminution de 10 mètres, ce qui est énorme en termes de volume. Donc ce qui veut dire qu'on aura des problèmes de disponibilité en eau à certaines périodes, comme on a pu connaître lorsqu'on a des périodes de sécheresse où il doit y avoir des restrictions. Donc ça veut dire des périodes d'économie, de restrictions, et qui seront plus nombreuses et plus longues, parce que ça commencera plus tôt dans l'année et ça se terminera plus tard. Sachez que, là c'est pas sur ma carte, mais en Normandie, dans la Manche, cet été, on a été en limite de ne plus avoir d'eau au robinet. Vraiment en limite. Alors, qu'en est-il aussi, quand on parle de ressources en eau, il y a les quantités d'eau, mais il y a aussi la qualité de l'eau. Alors, on estime qu'il va y avoir 2 périodes où on va avoir une dégradation de cette qualité de l'eau. La période où on a des précipitations intenses, puisque quand on a des précipitations intenses, l'eau ruisselle sur les terrains, arrache des particules, et les particules qui sont dans l'eau, le problème n'est pas la particule, c'est l'argile, par exemple, c'est tout ce qu'il y a associé aux particules. Vous avez des bactéries, vous avez des contaminants métalliques. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça entraîne des problèmes de la qualité de l'eau. Et puis chez nous, on a un problème aussi, on parle de zones karstiques, c'est-à-dire que vous voyez, dans la craie, on a des conduits là, qui relient la surface des terrains avec le souterrain. Les eaux avec les particules ne vont pas rester en surface, elles vont aller dans les eaux souterraines. Donc ça veut dire qu'il va falloir réfléchir aussi, on va avoir des moments où il va falloir, on traite déjà nos eaux, ça veut dire que le traitement, il faudra l'accentuer, et donc ça aura des coûts. Et la deuxième période de dégradation, c'est à l'inverse,
lors des périodes de sécheresse, quand il pleut peu, on va avoir des problèmes d'oxygénation de l'eau et des problèmes aussi de contaminants. Pourquoi? Parce que dans votre eau, vous avez des éléments chimiques. D'ailleurs, heureusement qu'il y en a, ils sont bons pour la santé pour certains. Mais si vous comprenez que si vous avez moins d'eau dans vos cours d'eau, vous diluez moins. Donc à un moment donné, les éléments chimiques qui vont peut-être dépasser certains seuils tolérables pour la santé. Donc dans ces cas-là, vous avez surconcentration d'éléments chimiques et l'eau devient de mauvaise qualité. Et puis on a un sérieux souci, ça va être les rejets de stations d'épuration. Pourquoi? Parce que les stations d'épuration, les rejets, elles sont calibrées pour le volume d'eau qu'on a actuellement. Moi, je viens de vous dire qu'on va avoir moins d'eau. Donc si on a moins d'eau, notre rejet de stations d'épuration, si on ne les recalibre pas, on peut polluer notre eau. Voilà. Ça, c'est pour vous illustrer. Alors, vous n'êtes pas concerné ici par ce phénomène-là, mais ça aussi, ça sera un souci parce que certaines zones vont avoir vraiment des problèmes au niveau de leur eau potable, donc il faudra réfléchir comment on alimente ces zones-là en eau potable. C'est ce qui se passe par exemple en Californie, où l'eau à Los Angeles, il y a des problèmes, et on va aller chercher 400 km plus loin à San Francisco. Vous voyez, et donc on sera peut-être amené à faire ça pour ces zones-là. Et ici, donc, le problème, c'est que, alors ça va être difficile avec mon micro, parce que j'ai besoin des deux mains. C'est toujours le problème. Alors je vais parler fort. En réalité, cette main-là, c'est le niveau de ma nappe, de nos souterrains. Cette main-là, c'est l'eau marine. Donc logiquement, vous voyez, le niveau de la nappe est plus haut que le niveau de la mer. Ça veut dire qu'on a un écoulement, la nappe va vers la mer. Moi, je viens de vous dire que le niveau de la nappe, du fait du changement climatique et de notre prélèvement, va diminuer. Et que celle-ci, là, ma main, le niveau de la mer va s'élever. Donc à un moment donné, on peut faire ça. Vous comprenez bien que ça veut dire que cette fois-ci, l'écoulement se fait dans l'autre sens, et c'est la mer qui rentre dans les eaux souterraines. Et ça veut dire que l'eau souterraine, qui était normalement potable, devient propre à la consommation parce qu'elle est salée. Et on observe déjà ça sur tout le sud de la Méditerranée. Il y a des zones, en Tunisie, sur lesquelles on a travaillé, où normalement la salinité pour que l'eau soit potable, c'est inférieur à 1 gramme par litre. Dans ces zones, du fait de ce phénomène-là, l'eau, elle est à 21 grammes par litre. L'eau de mer, c'est 35. Donc c'est totalement impropre à la consommation. Et donc, on regarde ça de près, et on voit que déjà dans la Manche, côte ouest et dans l'Orne, on a déjà des zones. Alors, ça reste, c'est juste un peu. On voit déjà des zones impactées. Et là, vous avez une modélisation qui a été effectuée par Bergel, où on voit effectivement une baisse des écoulements, et c'est cette petite carte qui est le plus intéressante, elle est toute petite, mais c'est les zones sur le Calvados où on va avoir cette intrusion marine. Et on s'aperçoit qu'à l'intérieur des terres, elle peut aller ici jusqu'à entre 500 et 1 km, quand même, à l'intérieur des terres, et le long des axes de vallée, l'eau de mer peut remonter jusqu'à 3 km et demi. Donc vous voyez, toutes ces zones-là, du littoral, vont avoir un sérieux problème au niveau de leur eau potable. Des impacts sur la santé. Évidemment, alors c'est un schéma qui résume un peu tous les impacts sur la santé. On a parlé d'inondations. Malheureusement, quand on a des inondations, on a des impacts physiques, blessures loyales. On a eu un décès en juin dernier à Rouen, près de très loin de l'université, à Mont-Saint-Élion, à cause d'une précipitation intense et du ruissellement, une voiture qui a été emmenée, et une personne s'est trouvée coincée sous la voiture. Des impacts psychologiques post-traumatiques qu'on ne prend pas peu en compte finalement quand vous avez tout perdu. Vous êtes certes encore en vie, pas blessé, mais quand vous avez tout perdu, évidemment, il y a un impact important psychologique. Des impacts sur la qualité de l'eau. Je vous ai parlé aussi de l'augmentation des vagues de chaleur. Bien évidemment, ça a des impacts, mais j'y reviendrai. J'ai deux exemples sur la surmortalité, maladie cutanée oculaire. Des insectes qui ne devraient pas être chez nous, on voit apparaître, qui peuvent être porteurs de maladies, j'y reviendrai aussi. La pollution atmosphérique. Alors, la pollution atmosphérique, vous allez me dire, c'est un changement climatique. La pollution atmosphérique, c'est les rejets liés à l'activité humaine. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les problèmes de pollution atmosphérique, on les a à certains moments de la vie.
lors des phénomènes anticycloniques. Alors ça peut être froid, mais c'est aussi quand c'est chaud. Donc ça veut dire que, puisqu'on va avoir plus de vagues de chaleur, on sera confronté à une intensification de ces phénomènes-là. Et puis on voit aussi apparaître des plantes qui n'ont rien à faire aussi chez nous, qui sont porteurs de pollen et allergisantes. Voilà. Alors je vais pas prendre tous ces exemples-là, je vais en prendre deux. Les problèmes de canicule, les problèmes de vagues de chaleur. Alors on prend généralement comme référence la fameuse canicule de l'été 2003, qui est l'année très chaude pour nous, mais qui n'est pas l'année la plus chaude à l'échelle de la planète. Je vous ai indiqué quelques informations. Vous voyez, en France, c'est 15 000 décès lors de cette canicule. Et puis, une information aussi intéressante qui est liée à ce que je vous ai expliqué précédemment à des phénomènes d'îlots de chaleur. Une ville comme Rouen, on a une surmortalité plus marquée de 35% par rapport à des villes comme Toulouse ou Strasbourg. Alors, on affecte ça, en fait, alors c'est pas le seul critère, mais que dans ces villes comme Toulouse ou Strasbourg, il y a une culture de la chaleur qu'on n'a pas, nous, en Normandie. Donc ça veut dire qu'on a un effet de levier, peut-être, en instaurant cette culture de la chaleur. Alors, malheureusement, quand on regarde le chiffre de la canicule de 2019, on se rend compte que la culture de la chaleur est encore du boulot. Parce qu'on aurait pu se dire, voilà, il y a eu la canicule de l'été 2003, on en a tiré les conséquences, et pour les prochaines, ça ira mieux. Et bien là, 2019, en plus, qui a été beaucoup moins long que 2003, heureusement, et bien quand vous prenez les chiffres en Normandie, on a quand même une surmortalité par rapport à la moyenne nationale de près de 10% de plus. Donc il y a encore du travail. Et puis les autres projections qui sont réalisées par l'ARS, c'est là encore, si on ne se protège pas, si on continue de la même façon, c'est une augmentation des maladies cutanées et oculaires, et on prévoit aussi une augmentation de 20% des cancers cutanés, notamment chez les sujets de plus de 65 ans. Un autre exemple sur la santé, c'est l'exemple de ce moustique pas très sympathique des grains, de maturité des grains, et justement c'est ce qui explique déjà ce plafonnement. Et je vous ai expliqué que ces nombres de jours de chaleur vont augmenter justement. Autre élément aussi, on a parlé de pluies intenses. Quand vous avez des pluies intenses, vous avez du ruissellement, l'érosion des sols, donc vous avez une dégradation des sols. Puis, sans parler de la dégradation des cultures elles-mêmes, quand on a des pluies intenses, orageuses ou des périodes de grêle. Alors, il y a des réponses à l'agriculture. Alors, il y a aussi un autre élément, vous voyez, c'est qu'il va falloir réfléchir, notamment quand on parle de pâturage, l'été, puisqu'on va avoir un sérieux problème l'été, puisqu'on va avoir plus de vagues de chaleur. Donc, il va falloir réfléchir à combler ce qu'on appelle ce creux estival, avec des réserves de fourrage. Il faudra aussi développer d'autres façons de travailler, notamment la durée de pâturage. Ça passe aussi au niveau des cultures par l'introduction de variétés plus résistantes à la température et au stress hydrique, adapter les bâtiments pour l'élevage, modifier les dates de semis et de récolte, etc., et jusqu'à même abandonner la culture quand les sols sont trop minces et qui sont trop impactés par le manque d'eau. Quelques exemples aussi sur la biodiversité. Alors, la biodiversité, on aurait pu y passer aussi beaucoup de temps. On a vraiment beaucoup d'exemples. Alors, la biodiversité, elle n'est pas liée au départ au changement climatique, partie. Elle est bien évidemment liée avant tout à l'activité humaine, la réduction des habitats, le morcellement des habitats, la pollution. Mais les scientifiques du GIEC disent que le changement climatique pourrait s'ajouter et devenir la première cause de perte de biodiversité. Quelques exemples. Ici, c'est sur les amphibiens. Vous voyez, ça c'est 0. Quand c'est en rouge, c'est une perte de certains amphibiens. Quand c'est en jaune, ici, c'est une augmentation. Tous les amphibiens à affinité nordique sont en chute, c'est-à-dire à affinité froide, en résumé. Par contre, ceux qui ont une affinité méridionale, chaude, sont en augmentation. Donc il se passe quelque chose, et on a vraiment une évolution au niveau de cette faune.
D'autres exemples, ici, une espèce de crabe, alors, qui est une espèce de crabe chaude. Je ne vais pas commencer dans la prononciation du mot, parce que c'est un peu compliqué. Cette espèce chaude de crabe, on la voit, normalement, elle ne devrait pas être là. Et donc, elle est là, et on la voit de plus en plus, elle remonte le long de la Manche. Et à l'inverse, vous avez ici une espèce froide de papillon qui, elle, est en régression et se déplace vers le nord parce qu'il fait trop chaud finalement chez nous. Le lilas qui fleurit un mois plus tôt, il a 30 ans. Et puis un dernier exemple, qui est l'exemple qu'on prend toujours, qui est emblématique, c'est le hêtre. Le hêtre normand. Vous avez la carte de répartition actuelle. Alors les couleurs, c'est quand on est en bleu, vous voyez, c'est la probabilité de présence, c'est 30%. Puis quand on est en rouge, c'est 100%. Vous avez la carte aujourd'hui, 2005. Donc ça veut dire que dans le sud de la Normandie, il n'y a plus de hêtre. Vous voyez, c'est tout bleu. C'est que de toute façon, sur le reste du territoire, au maximum, c'est 30% de présence du hêtre. Alors, je vais vous épargner tout le texte. La conclusion, donc vous l'avez compris, on va regarder ce qui est écrit en orange. Donc le changement climatique, vous avez compris, c'est une réalité en Normandie. Ça se marque de différentes façons, et ça continuera de se marquer si nous ne faisons rien, ça va s'accentuer. Diminution des ressources en eau, dégradation de la qualité de l'eau, inondations plus fréquentes qui sont liées à différents phénomènes qui jouent, c'est un peu complexe, des conséquences sur la santé, sur les paysages, des conséquences, j'ai parlé un peu d'agriculture, mais des conséquences sur toutes les activités humaines, bien évidemment. Alors on a, les scientifiques, on a des incertitudes, dans ce que je vous présente, on ne connaît pas tout. On a des manques, vous voyez, je vous ai parlé des risques, des phénomènes en cascade, des risques qu'on connaît mal. Les modélisations, on sait travailler à l'échelle de la Normandie, de grandes portions du territoire, mais de travailler à une échelle fine, il y a besoin d'études, donc de poursuivre les études. Alors, ça peut paraître un peu anxiogène, tout ce que je vous ai raconté, mais on va finir quand même par les mesures. Parce qu'il y en a, on peut prendre des mesures, alors ça va être toujours un peu anxiogène quand même cette partie-là, mais on va y arriver. Je vous ai dit, déjà en introduction, et je le reprends ici, que fait-on? Il nous reste peu de temps pour agir. Alors, ça dépend si on parle d'atténuation et d'adaptation. Vous avez compris que si on veut tenir de 1,5 degré, il ne nous reste pas beaucoup de temps, et honnêtement, tenir le 1,5 degré, vu les émissions de gaz à effet de serre, je ne comprends pas comment on peut le faire. Donc essayons de peut-être 2 degrés, mais ça ne peut pas paraître énorme, 2 degrés. Mais par rapport aux événements extrêmes dont je vous ai parlé, il y a une étude qui a été faite entre ce qui se passe entre 1,5 et 2 degrés. Ce n'est pas du tout la même chose. Et là, notre trajectoire elle est à 3,5 en termes d'événements extrêmes. Encore, l'exemple de cet été qui est un bon exemple, ce qui s'est passé cet été à 3,5 degrés, ça arrive tous les ans. Donc les deux maîtres mots, bien évidemment, c'est l'atténuation et l'adaptation. On comprend ce que ça veut dire. L'atténuation, c'est, bien évidemment, on diminue nos émissions de gaz à effet de serre, on les stocke pour atténuer les effets du changement climatique. Et si plus on atténue, plus ce sera simple pour s'adapter. Les deux sont liés. Ce qui est un peu gênant actuellement dans ce qu'on voit sur les plans régionaux, nationaux, c'est que souvent on fait un plan d'un côté les plans d'atténuation, de l'autre côté les plans d'adaptation. Ça doit être croisé tout ça. Parce que c'est logique. Plus vous arrivez à atténuer, mieux vous adaptez. Et la Normandie, c'est un bon exemple parce que si vous limitez à 1,5 degré, vous avez vu que finalement les événements extrêmes augmentent peu, la pluie diminue peu, et c'est-à-dire qu'on devrait arriver à 1,5 degré, on doit arriver à s'adapter. À moindre effort. Par contre, à 3,5, c'est pas du tout la même chanson, la même musique. Alors, les solutions existent, bien évidemment. J'en ai mis quelques-unes là, mais c'est pas des scoops, c'est des choses que vous entendez régulièrement, mais c'est important. On parle beaucoup de mix énergétique, d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables ne peuvent pas faire tout. Voilà. Et puis, il faut savoir pourquoi on parle de mix énergétique et qu'on veut utiliser plusieurs énergies, parce qu'il ne faut pas penser qu'une énergie renouvelable n'a pas d'impact sur l'environnement. Une énergie renouvelable, effectivement, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est bien, mais des énergies renouvelables, dans des batteries électriques, dans des têtes d'éoliennes, vous avez des terres rares.
et ça va bien dire ce que ça veut dire, les terres rares, il faut les trouver, et elles sont rares, donc ça a un impact sur l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on veut démultiplier et ne pas aller vers une seule énergie renouvelable. Donc ensuite, bien évidemment, des réflexions sur la mobilité, sur l'accessibilité au transport en commun, sur le prix des transports en commun, sur la ville de Rouen, la métropole, a été mis en place la gratuité le samedi. Voilà. Alors à l'époque, j'avais posé la question au maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, en lui disant mais pourquoi tu fais pas ça toute la semaine? Après, quand il m'a montré les chiffres et les coûts, je lui ai dit bon, je comprends, c'est déjà pas mal de le faire le samedi. Rénovation du bâtiment, hein, public, privé. Alors, privé, c'est difficile. Hein, voilà, déjà en faisant des efforts sur le public, voilà, pour montrer l'exemple, peut-être. Et puis, un élément aussi qui est important, c'est notamment la réflexion sur la place de la nature en ville. Alors, c'est pas une lubie, la nature en ville. La nature en ville, c'est intéressant parce que c'est une mesure à la fois d'atténuation et d'adaptation. Quand vous replantez en ville, alors vous avez compris qu'il ne faut pas replanter n'importe quel arbre, voilà, parce que des fois dans les solutions des entreprises, c'est on pollue et on plante des arbres, c'est la solution magique. Attention, quel arbre et où? Voilà, il faut se poser ces questions-là. Et par contre, c'est intéressant parce que les arbres captent du CO2. Là, c'est ce qu'on appelle de l'atténuation. Les arbres, quand vous êtes dans des villes comme Rouen, ça permet d'avoir des îlots de fraîcheur. Donc c'est de l'adaptation. Ça permet aussi la réinfiltration de l'eau. Donc vous diminuez éventuellement les crues. Donc ça, dans toute la liste, j'ai tendance à mettre ça, si on me demande mon avis, sur le haut du panier. Il y a d'autres mesures. Et puis, il faut s'appuyer bien évidemment sur des technologies innovantes, mais ne pensez pas que les technologies innovantes feront tout et accélérer leur développement. Il faut faire preuve de sobriété. Alors maintenant, c'est un mot à la mode, la sobriété. Les scientifiques, ils en parlent depuis très longtemps. Il y a encore 3-4 ans, il ne fallait pas qu'on parle de sobriété. C'est pas possible, c'était un gros mot. Or, ce qui est dommage, c'est que si on avait écouté les scientifiques depuis un moment, on aurait pu faire les choses progressivement et que ce serait peut-être moins difficile maintenant. Et puis quand on parle de sobriété, on parle beaucoup de sobriété énergétique, hein. C'est pas que l'énergie. Hein. Vous avez vu sur les ressources en eau, hein. Il va falloir faire preuve aussi de sobriété sur l'ensemble des ressources. Alors il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très long, il y a une année, qui est intéressante parce que souvent la question qu'on pose aux scientifiques, c'est de dire oui, mais sur la partie atténuation, à partir du moment où la Chine et les États-Unis ne font pas d'efforts, qu'est-ce que moi j'apporte? Il y a une étude intéressante, même si ça peut paraître utopique, c'était si toutes les personnes sur cette planète, le monde fasse ça, voilà, évite la surconsommation d'eau, d'énergie, évite le gaspillage, font tous ces petits gestes au quotidien, eh bien on ferait un tiers du chemin. Un tiers du chemin. Donc méditez ça. D'autres solutions. Alors c'est sur les zones à risque. Inondation, rivière, littoral, là il n'y a pas 30 000 solutions. Il y a 3 solutions possibles. Première solution, on accepte les dommages. Vous doutez bien, accepter les dommages, à un moment donné, les assurances, ça ne va plus marcher. Alors, vous doutez bien que les scientifiques ne préconisent pas ça. Deuxième façon de voir, on surdimensionne tous nos ouvrages pour se protéger. Typiquement, on prend souvent l'exemple de la Seine. On met des ouvrages pour protéger le A, ça semble logique. Ok, on met des ouvrages, mais bon, il n'y a rien. Donc on continue. Donc on fait des digues jusqu'au barrage. Alors l'eau, elle doit rentrer quelque part. L'eau, elle doit aller quelque part. Donc c'est la troisième solution, c'est se dire, réfléchir, où est-ce que l'eau fait. Plutôt que l'eau soit le guide, que nous soyons les guides en disant, sur l'estuaire de Seine, ces endroits-là, c'est les endroits où on laisse entrer l'eau pour pouvoir protéger d'autres endroits. Sur le littoral, c'est ces endroits-là où on laisse entrer l'eau pour protéger d'autres endroits. Alors c'est compliqué, hein. Ça s'appelle la recomposition territoriale.
Voilà. On va parler à monsieur le maire. Et c'est compliqué. Voilà. Mais sachez que d'autres pays sont déjà dans cette optique-là. La Hollande, ils sont voilà, sous le niveau de la mer, donc ils ont quelques soucis. Les Hollandais, ils ouvrent des digues à certains endroits en disant l'eau va venir là, on va faire des digues dans d'autres endroits pour protéger, et puis on va accepter aussi que l'eau soit là, c'est-à-dire qu'on construit aussi autrement. Et on accepte qu'il n'y ait plus de rez-de-chaussée. Voilà. Donc ça, il faut aller vers ça. C'est compliqué, mais il faut aller vers ça. Alors, bien évidemment, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'efforts à consentir. Il y a encore des efforts, ce qu'on fait ce soir, de sensibilisation, de communication de ces données-là. Et puis, il y a aussi un problème de... Moi, je suis prof d'université, donc je suis attaché à ça, de formation. Parce que c'est bien d'être sensibilisé, de communiquer, mais après, vous devez prendre des mesures. C'est pas que c'est compliqué. Donc, vous devez être formé. Donc, il y a un travail aussi de formation à faire de tous les acteurs du territoire. Autre élément, sur ces fameuses mesures, il ne faut pas croire, il n'y a pas de... J'aurais pu vous mettre une liste un peu à l'après-vert de toutes les mesures, mais ce qui est important, c'est qu'elles soient appropriées aux caractéristiques du territoire. Vous comprenez bien qu'on ne va pas prendre les mêmes mesures si on est sur le littoral, si on est à l'intérieur des terres, si on est en ville. Donc ça, c'est vraiment des mesures qui doivent être appropriées à chaque territoire. Elles doivent être vues de manière concertée, réfléchie, ça doit être partagé entre tous les acteurs. Parce qu'une mesure qui peut paraître intéressante pour un secteur économique ne peut peut-être pas pour un autre. Donc il faut se mettre autour de la table et réfléchir ensemble. Il faut aussi, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises aussi, mais elles sont éparpillées. On n'a aucune idée de toutes les initiatives qui sont prises. On est avec les collègues toujours étonnés quand on rencontre les gens. On a vu par exemple devant les agriculteurs qui nous ont présenté tout ce qu'ils faisaient. Et on était là en disant mais vous faites tout ça, mais personne ne le sait. Donc voilà. Et donc on aimerait avoir à un moment donné cette information de toutes les initiatives qui sont prises, qu'on n'a pas, et qu'elle ait marché, ou pas marché. Parce que souvent, l'initiative qui n'a pas marché, on le met sous la moquette et on n'en parle plus. Hein. Et ça, moi en tant que scientifique, ça m'intéresse presque plus que celle qui ont marché, parce que ça permet aussi de ne pas reproduire, ou de voir, d'adapter les situations. Donc, comme je l'ai dit précédemment, hein, c'est un projet. Pourquoi l'échelle d'une agro? Moi, les bonnes échelles pour travailler, c'est la région. Et les échelles de métropole ou d'agro. Pourquoi? Parce que il faut connaître les spécificités de chacun des territoires, comme je vous l'ai dit, et puis réfléchir à un projet global à un territoire qui intègre, j'en ai parlé, les innovations et la sobriété, mais qui intègre aussi les risques. Parce qu'il faut comprendre que le risque zéro n'existe pas. Hein. Une fois pour toutes. Et puis, je finis toujours par prêcher pour ma paroisse, évidemment. On a besoin d'un socle scientifique solide. Parce que, avant mes travaux de la métropole, hein, il y a 10 ans, je n'avais pas d'informations à vous donner. Hein. Si, on avait fait sur les stores de Seine, on avait quelques travaux. Et maintenant, on a ce socle scientifique. Et ça, c'est important parce que quand vous devez prendre des mesures, vous avez cette base. Hein, parce que si vous n'avez pas cette base, vous pouvez vous tromper. Donc, on a apporté cette base, il y aura encore des travaux, hein, on ne connaît pas tout, qui seront réalisés. Et puis, si vous êtes intéressé et aller un peu plus loin dans ce que je vous ai raconté ce soir, vous pouvez retrouver ces informations sur le site normandie.fr, GIEC Normand. Il y a des petites vidéos qui ont été faites très intéressantes par thème. Alors c'est pas très long, ça prend pas beaucoup de temps, c'est 3 à 5 minutes la vidéo, donc ça permet de regarder chacun des thèmes, il y a 12 thèmes. Et puis si vous voulez aller au-delà, il y a des synthèses de 5 pages qui ont été faites. Et puis pour les plus courageux, il y a des synthèses de 20 pages sur chaque. Mais commencez par les vidéos, je vous conseille de commencer par les vidéos, et puis après vous verrez. Voilà, j'en ai terminé, merci, je suis prêt bien évidemment à vous écouter, répondre à vos questions et à avoir un échange. Merci.